Gérard Chaliand, bonjour. Vous êtes géopoliticien et auteur de nombreux livres. Le dernier, Pourquoi perd-on la guerre? Un nouvel art occidental, sorti chez Odile Jacob il y a un an et qui vient de recevoir le prix Histoire de l'Académie française. Spécialiste des conflits, vous êtes surtout un spécialiste de la question kurde. Alors, il y a le Kurdistan d'Irak qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui, puisqu'il y a le projet d'un référendum sur son indépendance, le Kurdistan d'Irak constituant une entité politique fédérale et autonome dans le nord d'Irak. En quoi cette question du référendum risque de remettre le feu dans cette région qui est déjà malmenée du Moyen-Orient? Ça risque de remettre de la tension. Je ne pense pas qu'on se batte, mais effectivement, ça irrite beaucoup les Iraniens, ça irrite beaucoup les Turcs, ça déplaît forcément au gouvernement de Bagdad, et les Américains ne sont pas pour. Donc, c'est sous de très mauvais auspices. Mais en fait, les Kurdes savent très bien qu'ils ne vont pas déboucher sur l'indépendance ni demain ni après-demain. Le référendum, c'est une façon pour les Kurdes de consolider leurs acquis, c'est-à-dire que ce référendum va avoir lieu d'une part dans ce qui historiquement depuis 1991 est à eux, ce qu'on appelait le Kurdistan d'Irak, plus les territoires qu'à la faveur de la guerre contre l'État islamique, au cours des 2 dernières années, ils ont grignoté, comme par exemple Kirkouk, riche en pétrole, le Sinjar, etc. Donc ce référendum va se tenir dans les 2 régions, la région proprement kurde à 100%, plus la région qui n'est pas que kurde, puisqu'elle est turkmène, elle peut être arabe, etc. etc. On va voir s'ils parviennent, grâce à la présence d'observateurs étrangers, à obtenir plus de 50%. Dans ce cas-là, ils confortent leur... il se passe que Bagdad va dire « nous ne sommes pas d'accord », mais au moins ils auront un argument en disant « il y a eu un vote démocratique, ces gens-là préfèrent être avec nous, Kurdes, qu'avec vous ». D'accord, donc il va avoir lieu ce référendum, absolument certain. D'accord. Alors, on a compris que les Kurdes, on avait vraiment besoin d'eux parce qu'ils ont permis de lutter en Syrie contre Daesh. La priorité aujourd'hui, donc, c'est le dossier Daesh et notamment la Syrie. À Raqqa, on parle d'une reprise imminente de Raqqa. Est-ce que cela signifie la fin définitive de Daesh ? La fin définitive du rêve de Daesh, oui. Qu'est-ce que c'était? Le rêve de Daesh, c'était en 2014, nous avons créé une situation complètement nouvelle, nous avons territorialisé l'aire que nous occupons. Il n'y a plus de frontière entre l'Irak et la Syrie. Je crée un califat et il y a eu 20 000 au moins volontaires qui sont venus participer à ce fameux djihad. Aujourd'hui, en Irak, ils ont perdu, Mossoul est tombé, Raqqa va tomber cette année, donc la territorialisation, c'est un mythe qui n'existe plus. Mais les combattants sont toujours là, peut-être? Les combattants, il y en a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts. Ah oui, donc, oui. Daesh, oui. Daesh continue d'exister, mais enfin, à Raqqa, il y a quoi? 3 000, 5 000? Enfin, c'est un petit chiffre. À Mossoul, les derniers combattants étaient 2 à 3 000, c'est tout. Donc, ils ont perdu sur le plan militaire. Maintenant, il y a une chose que vous ne pouvez pas tuer, bien sûr, c'est l'idéologie. Oui. L'idéologie subsiste et elle a devant elle, à mon avis, 10 ans, sans problème. Elle s'exporte très bien, elle s'exporte aussi bien chez nous que dans d'autres pays européens. Elle s'exporte également très bien au Moyen-Orient et elle va jusqu'en Indonésie. Très bien. Est-ce que dans le dossier syrien, on peut dire que le vainqueur, finalement, c'est l'Iran? Indiscutable. Indiscutable. Les grands vainqueurs, la Russie, les pays occidentaux viennent derrière? Oui, dans une certaine mesure, mais enfin, ils ont quand même réussi à former des milices chiites locales. Ils ont eu l'aide du Hezbollah, qui est libanais. Tant mieux pour les Alaouites, donc. Oui, ils ont eu également une aide de chiites qui sont venus, des véritables brigades bien constituées, entraînées de Hazara, issus d'Afghanistan. Ils ont eu des chiites du Pakistan, et auquel on a dit, en plus, vous pouvez amener votre famille, vous allez rester de façon définitive en Syrie. Donc il y a effectivement une véritable, comment dirais-je, pénétration de l'influence iranienne en Irak et en Syrie.
Alors justement, par rapport à cette pénétration donc, de l'Iran dans ces régions-là, face à l'Iran, il y a évidemment l'Arabie saoudite. Alors, lors de la conférence des ambassadeurs mardi, Emmanuel Macron s'est démarqué de Donald Trump en disant qu'il n'était justement pas question de prendre part entre les sunnites, donc l'Arabie saoudite, et les chiites, l'Iran. C'est une bonne décision. Je trouve que la décision d'Emmanuel Macron est pleine de sagesse. Je pense que c'est une mauvaise idée, comme M. Trump, d'appuyer à 100% l'Arabie saoudite, qui d'ailleurs, depuis 40 ans, est derrière, en grande partie, le terreau sur lequel véritablement a vécu et s'est développé le djihad, avec des capitaux qui venaient de la zone contrôlée par l'Arabie saoudite. Une Arabie saoudite, d'ailleurs, qui fréquente... On a une idée des montants de ces capitaux? Franchement, il n'y a pas de somme. Mais on a lu 100 milliards de dollars. Oui, c'est des sommes colossales. Je ne peux pas donner de sommes véritablement fiables, mais c'est beaucoup d'argent. Et ces gens-là sont en même temps les représentants, sans ironie, des droits de l'homme aux Nations Unies. Je ne vois pas lequel ils respectent chez eux. Donc, d'une façon générale, M. Trump a choisi son adversaire, c'est l'Iran. Ces généraux, d'ailleurs, le confortent en ce sens, en disant, voilà, on ne veut pas que l'influence de l'Iran soit excessive. Et aujourd'hui, les généraux américains appuient le pouvoir de Bagdad. Ce sont des chiites, mais ce sont des Arabes, pas des Persans. Donc, ils s'appuient sur eux pour essayer de diminuer l'influence iranienne. Dans ce cadre-là, la perspective, si vous voulez, d'une indépendance des Kurdes, ça les dérange. Pourquoi? Parce que finalement, les Kurdes sont sunnites et que ça représenterait en quelque sorte un pouvoir sunnite entre l'influence de l'Iran, qui est chiite, et puis l'État chiite de Bagdad. Très bien. Alors on va rester sur Donald Trump, mais on va un peu changer de région. On va s'intéresser à l'Afghanistan. Donc il y a eu toute une série d'attentats perpétrés par les talibans. Et le président américain a dit qu'il allait envoyer à nouveau des milliers de soldats américains. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le monde? Pour le monde, je l'ignore. En tout cas, M. Trump était contre. C'est ces généraux qui lui ont dit, voilà, Monsieur le Président, si on retire nos troupes, c'est-à-dire les 8 000 qu'on a sur place, sans compter les 10 ou 12 000 qu'on a dans les compagnies de sécurité et autres mercenaires, eh bien, les talibans seront au pouvoir dans les mois qui viennent. Donc, M. Trump a décidé qu'il n'était pas question, en fin de compte, qu'après 16 ans de présence américaine, les talibans triomphent. À titre personnel, je pense que la politique de M. Poutine est plus cohérente. M. Poutine, lui, aide les talibans contre l'État islamique qui s'est installé dans plusieurs provinces et qui essaye de faire quelque chose de beaucoup plus, comment dirais-je, radical que les talibans. Eux, ils veulent le djihad international, alors que les talibans sont essentiellement afghans. Disons qu'ils s'intéressent à l'avenir de l'Afghanistan, ils ne cherchent pas à exporter à l'extérieur, etc. Donc, il va falloir que les Américains choisissent. Est-ce qu'ils veulent affaiblir absolument les talibans ou est-ce qu'ils doivent s'occuper d'abord de liquider le pouvoir montant de l'État islamique à l'intérieur de l'Afghanistan? L'envoi de troupes prouverait que pour l'instant, c'est plutôt envers les talibans que vers l'État islamique. Il faut qu'ils choisissent cette politique. De toute façon, il n'y a pas de victoire possible avec l'impasse afghane. En 16 ans, on n'a rien réussi à régler. Au bas mot, les 2 tiers du pays sont sous la coupe des talibans et c'est eux qui rendent la justice. Et quand vous rendez la justice, c'est vous l'État. Ouais, l'affaire n'est pas réglée. Alors, dans la conférence des ambassadeurs, Emmanuel Macron a parlé de la question des migrants et il a plaidé pour un plus grand contrôle en amont de la Libye. Est-ce que c'est réaliste, ça? En tout cas, c'est cohérent. C'est-à-dire que si on pouvait arrêter la pression migratoire en Libye, ça fait plus de sens que de prétendre les écrémer lorsqu'ils sont en Italie, c'est-à-dire dans un pays où, une fois qu'on a mis les pieds, l'ensemble du marché commun vous est ouvert. Donc il faut prendre à l'égard, disons, de la politique migratoire une position un jour ou l'autre. C'est-à-dire que, comme l'avait dit M. Rocard, qui ne passait pas particulièrement pour être à droite, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Voilà, il faut choisir. Il faut prendre ceux qui sont les véritables
réfugiés politiques, et puis ne pas s'imaginer qu'on peut répondre à la pression économique des centaines de millions de gens qui préféreraient être en Europe que là où ils se trouvent. Vous pensez que c'est possible de faire une séparation entre les migrants politiques et les migrants économiques? Difficile, mais enfin, si on a des gens qui sont capables de parler les langues de ceux qui arrivent, c'est plus facile que de voir ça à la tête du client. Bon, très bien. Merci Gérard Chaliand et on espère vous retrouver une prochaine fois sur ce plateau. Au revoir. Avec plaisir. Merci.